Je voudrais réaffirmer devant vous mon engagement à déployer durant les prochaines années, que couvre la décennie de la femme gabonaise, une politique prioritaire pour l'amélioration et la transformation profonde de la condition de la femme sur tous les plans, juridiques, politiques, économiques et social. Ce sont les mots d'Ali Bongo Ondimba prononcés lors de la cérémonie de remise du rapport général de la consultation nationale de la décennie de la femme gabonaise 2015-2025. C'était au palais de la présidence de la République à Libreville un 19 juillet 2016. Ainsi, en ce jour consacré à la femme, nous parlons de la place de cette dernière en politique et dans l'espace public au Gabon avec notre invité qui est le ministre gabonais de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Madeleine Baird, qui a accepté notre invitation. Bienvenue dans cette émission, Madame la ministre. Merci. D'avoir accepté d'être des nôtres. Bienvenue également à vous qui nous retrouvez dans ce plateau spécial avec Madame la Ministre. On aborde justement la place aujourd'hui de la femme gabonaise dans le milieu politique, mais également le milieu public, puisqu'on sait que ce 8 mars, il faut mettre à l'honneur ces femmes, celles qui, chaque jour, ne ménagent aucun effort pour participer au développement de leur nation. Que vous inspire d'entre deux jeux le thème de cette année au niveau international? Il est dit « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Écoutez, c'est une journée qui est importante, c'est la journée qui concerne les droits de la femme. C'est une journée internationale au cours de laquelle on fait le point sur les droits de la femme. Et comme vous le voyez, ce combat est toujours d'actualité, notamment dans notre pays. Oui. Et le thème sur le leadership dans le livre de la Covid nous permet d'avoir un regard sur le poids des femmes dans la prise de décision ou dans l'acte décisionnel dans la gestion de cette pandémie. Et nous avons pu observer notamment que dans certains pays où le leadership était féminin, c'est-à-dire où il y avait des femmes dirigeantes qui étaient à la tête des pays, on a vu qu'il y avait une gestion beaucoup plus efficiente de la pandémie. L'objectif aujourd'hui est de renforcer l'égalité des femmes. L'égalité des femmes face à cet accès au leadership, au poste décisionnel pour pouvoir justement impulser des mécanismes de travail, des prises de décision qui s'imprègnent un peu des talents féminins qui peuvent exister dans l'écosystème de tous les pays. Mais à ce jour, quel est l'engagement du Gabon en matière de promotion de la femme, par exemple sur le plan politique? Bon, à ce jour, je pense que nous avons un bilan très positif parce que la promotion de la femme ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est un sujet qui a toujours été d'actualité dans tous les mandats des présidents. Omar Bongo l'avait déjà fait à son époque, il avait déjà commencé à promouvoir la femme gabonaise. Le président Ali est venu consacrer une décennie qui est réservée aux femmes. Cette décennie a été notamment marquée par l'adoption de la loi sur les quotas, qui nous réserve un certain quota dans les fonctions publiques. Et aujourd'hui, avec le rapport de la Première Dame sur les inégalités, la suppression des inégalités, on va encore un peu plus loin sur le renforcement du droit positif en faveur des femmes, mais également avec un volet fortement axé sur la sensibilisation, la formation des jeunes, la formation des formateurs. Et puis on va un peu plus loin sur le fait qu'il faut, une fois qu'on a affirmé ces droits-là sur le plan de la loi ou sur le plan du règlement, il nous faut aller maintenant sur le plan des faits, de la mise en œuvre, et c'est cet objectif actuellement que le chef de l'État nous invite à poursuivre. Il y a que la femme gabonaise est très active en politique depuis bien longtemps déjà. C'est elle le moteur des partis politiques, puisque lorsqu'on parle de regroupements politiques et autres des formations politiques, les femmes sont souvent très engagées. Mais il y a comme un vide qui se présente. Elles ne sont jamais tête de liste, sinon présidente de partis politiques, avais-je envie de dire. Comment l'expliquer aujourd'hui, malgré les efforts qui sont consentis par le gouvernement ? Non, je pense que c'est quelque chose qui va venir petit à petit. N'oubliez pas également que dans nos écosystèmes africains, dans nos traditions, la femme a souvent un rôle de second plan. C'est pas toujours évident, même lorsque nous sommes dans nos palabres traditionnelles. Vous voyez bien que
la femme ne prend pas la parole lors de la célébration d'un mariage. Elle va prendre la parole que si on la lui accorde, mais elle va s'exprimer une fois qu'on est appelé sur le côté. Donc ça signifie qu'il faut qu'on change également cette vision des choses, qu'on se rende compte que finalement la femme est un talent qui a les mêmes droits, je dirais, que les hommes et qui peut très bien participer à la vie politique, à la vie de l'éducation, à tous les aspects. D'ailleurs, on le voit bien même sur le segment économique. Sur ce segment-là, les femmes dans le segment de l'autonomisation sont les plus présentes, les plus fortes, et ce sont elles qui portent tous ces efforts-là pour pouvoir répondre aux besoins vitaux de leur famille. Mais aujourd'hui, il faut qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est la norme. Il ne faut pas qu'on considère que si on a 7 femmes au Sénat, au bureau, dans les nominations, c'est une exception. Ce sont des choses qui doivent se lire naturellement, qui doivent être considérées comme la norme. Et puis, petit à petit, on va s'y habituer. Et le Gabon, dans ce cas, a fait d'énormes efforts, puisque non seulement le chef de l'État a décrété une décennie de la femme, ce qui se révèle chaque jour dans les nominations ou dans les choix qui sont faits par le parti pour promouvoir les femmes, même si ce n'est pas assez, mais on a quand même pas plus de femmes qu'avant au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, vous savez également que nous, les femmes, nous sommes très ancrées dans nos écosystèmes conjugaux. Donc, il faut également qu'il y ait cet effort de sensibilisation, de formation, pour ne pas considérer qu'une promotion politique ou l'accès à une fonction politique ou à une fonction élective est synonyme de dégradation de la vie de famille. Il faut qu'il y ait également cet apprentissage qui doit être fait non seulement à l'endroit des enfants, dans le plus bas âge, mais également aux hommes qui doivent accepter que bon, c'est tout à fait légitime et normal qu'une femme puisse accéder à des fonctions de haut management ou à des fonctions politiques très hautes. Donc c'est ça qu'il faut qu'on y arrive. Le Gabon a toujours eu ce droit positif, mais il avait du mal à être mis en œuvre, à être appliqué. Et là, avec la stratégie nationale sur la suppression des inégalités, on va aller dans le détail, il y a une loi sur les violences qui va être prise, qui est en cours d'adoption, qui va préciser les cas de violence, mais en plus, comment on va sensibiliser dans les cas de violence, comment on va accompagner dans les cas de violence et comment on va réprimer si d'aventure il y a. Donc c'est tout un package qui est fait. Ce dispositif va être également décliné dans le code pénal, dans le code civil. Et on a également eu l'opportunité, notamment à l'occasion de l'adoption du Code du travail, d'apporter également tous ces correctifs-là. On a renforcé l'égalité des droits des femmes à l'accès au travail, l'égalité au droit de la rémunération, on a supprimé les discriminations, on a supprimé des aspects qui pouvaient être considérés comme étant protecteurs de la femme et qui en réalité pouvaient être considérés comme étant des aspects freinant l'accès de cette femme à certains métiers. Je prends l'exemple du travail de nuit qui était refusé à la femme, alors qu'on voit bien que la femme aujourd'hui a tout à fait les capacités d'exercer un métier de nuit. On voit tout de suite que ces conventions internationales que notre pays a ratifiées ont une limite aujourd'hui au quotidien. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de garantir à cette femme le droit positif qui lui permet de jouir pleinement des droits qui lui sont accordés par le pays, quoi. Donc, mais justement, à côté de cela, il y a que les plus hautes autorités, notamment le président gabonais Ali Bongo et le gouvernement avec, mettent en place des mécanismes pour pouvoir élever la femme au rang qu'elle mérite. Mais ont-elles véritablement le courage de pouvoir occuper certaines fonctions? Et là, je reste sur la question politique, par exemple, en tant que présidente de parti politique, le gouvernement peut impulser une dynamique, mais si elles ne suivent pas, avez-vous l'impression qu'il y a un manque de courage, par exemple? Non, je ne dirais pas ça, je ne dirais pas qu'elles ne suivent pas, je dirais simplement qu'elles sont mises de côté, c'est différent. Très souvent, les femmes ne sont pas pressenties à ces fonctions parce qu'on va dire, mais est-ce qu'elle a les capacités? Est-ce qu'elle résistera? Est-ce qu'elle pourra? Est-ce que on va faire référence à son mari? En fait, ce n'est pas un mécanisme automatique encore. Il n'y a pas cette automaticité de dire aujourd'hui on finit par comprendre que les femmes ont pleinement les capacités d'eux, mais il y a encore ces préjugés dans la société qui font que on considère que quand elles vont arriver à une fonction, elles
elle est fragile, elle peut être influencée par son époux. Donc tous ces préjugés-là font que finalement, lorsque vous êtes dans une logique de choix, ben on dit on préfère un homme parce que bon, l'homme là, lui, il est sûr qu'il va diriger. On ne met même pas en doute son leadership ni son management. Mais par contre, quand c'est une femme, on va le mettre en doute. Donc je pense que ce sont ces mentalités qu'il faut complètement essayer de supprimer pour que finalement le choix naturel vers une femme qui peut diriger un parti. Mais bien sûr, nous avons bien une femme aujourd'hui qui dirige le gouvernement. Et pourtant, hier, c'était inimaginable de penser qu'une femme pouvait avoir cette fonction-là. Parce que, et d'ailleurs, dans le monde entier, vous voyez bien qu'il y a une éclosion complète du leadership féminin où les femmes sont considérées comme étant capables, pleinement capables. Ça veut dire qu'on a déjà fait une grande avancée, mais les mentalités et les résistances sociales sont très fortes. Elles sont très fortes parce que finalement, cette femme, quand elle va décider d'y aller, soit dans une élection, soit dans une fonction, elle a besoin d'être à l'abri des maltraitances que pourrait lui faire soit son environnement familial, soit son conjoint. Parce que ce n'est pas souvent évident pour un conjoint d'être dans une position un peu... Et vous voyez, tout ça, ça participe. Mais moi, personnellement, je trouve qu'au niveau de notre pays, nous avons une véritable avancée sur le poids des femmes sur l'échiquier politique. Je dirais même que ce poids se lie beaucoup plus clairement et de manière évidente dans la fonction publique, dans les fonctions publiques, dans les emplois publics, que dans les entreprises, où là, effectivement, il y a toujours très peu de femmes qui occupent des fonctions de direction générale, il y a très peu dans les comités exécutifs, parce que bon, on n'y pense pas vraiment. Donc il y a un gros effort à faire dans le cas des entreprises. Vous le disiez, la femme en politique a souvent occupé le second siège, mais doit-on aujourd'hui parler d'un véritable combat bien mené par Ali Bongo Ondimba au regard des résultats? Oui, c'est un soutien défectible. Peut-on se satisfaire de ce combat, tant sur le plan national que sur le plan international, vu que le Gabon aujourd'hui est cité parmi les premiers pays en Afrique subsaharienne à mettre au devant de la scène la femme? Oui, bien sûr, c'est son travail, c'est le résultat de son travail. Parce que le président Ali Bongo Ondimba croit de manière profonde qu'il peut compter sur les femmes. Il croit, il a une réelle confiance aux capacités des femmes. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est une évidence. Ce résultat, parce qu'en fait, si vous voulez, d'abord, le Gabon a toujours donné accès à l'école à tout le monde. Les garçons comme les filles, depuis longtemps, ont toujours eu accès. Mais on ne profitait pas, on ne mettait pas suffisamment en valeur ce potentiel des femmes qui étaient formées en même temps que les hommes. Parce qu'au Gabon, la fille comme le jeune homme ont accès à l'école dès le plus bas âge, sans distinction. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'on lit qu'effectivement, notre système éducatif a bien formé les gens. Même si on a un fort taux de déperdition des jeunes filles en milieu scolaire, au moment de la scolarité, pour faire des grossesses précoces et puis de la fragilité liée aux maladies, mais ça, ce sont des aspects également qui sont pris en compte, notamment dans la stratégie de lutte contre les pour mieux accompagner, mieux les inscrire, mieux de réduire ce décrochage. Mais si aujourd'hui nous sommes cités parmi les pays vraiment très cotés en matière de leadership féminin, on le doit au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Moi, je vois déjà, même dans notre environnement politique, lorsqu'une femme arrive, mais vous êtes en face d'hommes qui ont des réelles capacités, mais vous également, vous devez avoir. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que finalement, les femmes comme les hommes ont des capacités et des intelligences qui sont tout à fait comparables. On ne vit plus cette discrimination. On la vit toujours, mais l'accès à ces fonctions est moins difficile. On a vraiment le sentiment qu'on a une réduction drastique des discriminations au niveau, mais qu'il faut encore forcer la main, malheureusement, parce que les hommes sont les hommes. Les hommes, ils aiment diriger naturellement. Et quand ils voient trop de femmes, on pense que parce qu'on nous a donné quelques fonctions, on nous a fait une faveur. Moi, je dis non, on n'a pas de faveur. Au contraire, on est comprise dans l'écosystème de talent qui est capable d'accompagner
un pays. Et voilà, malheureusement, il faut toujours, et cette lutte ne se finira jamais, elle sera toujours présente parce que... Mais il y a une impression qui se dégage, Madame la Ministre, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la place de la femme dans la société gabonaise, il y a une référence qui est faite beaucoup plus à celle de la capitale politique ou encore dans la moindre mesure de celle de la capitale économique et autres. Mais qu'advient-il de celle de l'intérieur du pays, par exemple? Des politiques publiques sont mises en place, mais ne semblent être appliquées que pour celles qui sont à la capitale, celles d'une certaine classe, parce qu'elles sont très ancrées en politique au sein des formations, telles que le Parti démocratique gabonais, par exemple. Mais pour les autres qui se retrouvent spoliés, qui parfois sont issus des familles défavorisées, quels sont les véritables mécanismes qui sont mis en place pour celles-là? Donc, premièrement, sur le plan politique, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont mères, à l'intérieur de notre pays, qui occupent des fonctions. Oui. Il y a beaucoup de femmes directrices provinciales, il y a beaucoup de femmes, ça c'est une chose. Par contre, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est de me dire comment on fait pour accompagner ces femmes en détresse qui sont à l'intérieur. C'est justement l'enjeu de la stratégie nationale de la suppression des inégalités, c'est de justement ouvrir nos mécanismes avec des lignes, avec des points d'accueil au sein desquels les femmes pourront trouver des personnes capables de leur indiquer leurs droits, comment les accompagner, etc. C'est ça l'enjeu. L'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est justement d'aller de manière beaucoup plus de manière proche, avec une réelle proximité, auprès de ces femmes-là. Parce que ce que vous dites est tellement vrai que dans les provinces, le poids de la tradition est très fort. Le poids de la tradition est très fort. Et parfois, beaucoup de femmes, elles sont mariées à la coutume, elles ne sont pas mariées légalement, elles vont se retrouver, ces dames, face à la fameuse expression gabonitude qui dit mon mari ne m'a pas légalisé. C'est une gabonitude que nous avons souvent eu l'opportunité d'entendre dans les missions ou bien même les campagnes que nous faisions. C'est pour dire que là, on a un gros effort pour capter justement cette détresse sociale et de mieux les accompagner. Maintenant, il faut des points d'écoute au niveau de chaque département social à l'intérieur de notre pays. Mais qu'est-ce qui explique qu'il n'y en a pas, par exemple, ces points d'écoute au niveau des départements, par exemple? Il y en a, mais il y a une sorte de censure. Sont-ils véritablement actifs, ces points d'écoute? Oui, il y en a, mais il y a aussi la problématique de la censure, qu'elle soit battue, qu'elle soit violée, il y a une sorte de pudeur naturelle. Vous voyez, il y a tout cet accompagnement-là qu'il faut faire. Une femme qui a été violée, une femme qui est battue, même dans les pays, vous voyez bien qu'il y a une certaine pudeur. Et puis après, bon, je vais dénoncer, mais c'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Donc il faut qu'on arrive aussi à les encourager à faire cette démarche vers les personnes. Sinon, les services sociaux existent bel et bien dans nos provinces. Mais le problème, c'est la pudeur que vous devez avoir entre le fait d'aller dévoiler que mon mari me bat ou que mon mari m'a violée, parce qu'il y a des viols dans les milieux. Madame la ministre, il y a quand même un travail de fond qui a été mené, notamment par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, par le gouvernement lui-même, sous l'impulsion du président Gabona. Mais comment expliquer que les questions de pudeur se posent encore au XXIe siècle? Nous sommes en 2021 tout de même. Comment l'expliquer? Parce que les problèmes de pudeur, c'est la personne individuelle, ça touche l'homme, ça touche l'individu. C'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait également ce côté de confidentiel, ce côté de cet accompagnement. Moi, je vois dans les pays européens, lorsque vous avez les mains courantes, vous avez quand même des gens qui prennent le temps d'être masqués pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est tout un processus. Et justement, grâce à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et l'impulsion au niveau du gouvernement, nous arrivons maintenant à mettre ces espaces d'écoute auprès des... Je vous donnerai l'exemple même de tout l'effort qui a été fait sur le droit à la succession par rapport à la réunion du conseil de famille. Aujourd'hui, les successions sont apaisées parce qu'il n'y a plus cette étape-là. Justement, il y a eu une révision du texte au niveau du code de procédure pénale et autres, au niveau du code civil, mais à côté de cela... Il y a des sensibilisations, il y a des choses qui sont faites à l'intérieur du pays et partout pour attirer, éduquer et informer. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est d'informer, c'est de sensibiliser, c'est de prévenir.
Et cette prévention, elle va aller aujourd'hui dès le plus jeune âge, à l'école, voilà, il faut qu'on continue à indiquer à tout le monde, aux femmes, qu'elles ont des droits et qu'elles sont protégées par l'État gabonais et qu'elles peuvent toujours avoir... Quels sont véritablement les chiffres aujourd'hui en matière de participation de la femme dans le développement de son pays, pour le cas du Gabon tout de même? On se pose la question, quels sont les chiffres exacts? Parce que lorsqu'on parle de la femme au Gabon, on fait toujours référence à la présidente de la Cour constitutionnelle, on fait référence à la présidente du Sénat qui rempile pour une nouvelle législature, on fait référence aujourd'hui au Premier ministre gabonais, Rose Christiane Soukara-Ponda, mais il y en a d'autres à côté de ces femmes. Oui, où sont-elles véritablement? Comment elles participent au développement du Gabon? Vous avez les femmes, par exemple, qui sont dans tous les segments des coopératives, qui sont dans tous les segments des métiers agricoles. Et c'est une énergie incroyable. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le poids qu'elles représentent dans l'écosystème non seulement de leur localité, mais du pays, de leur famille. Toutes ces femmes, c'est leur dynamisme qui aujourd'hui permet d'avoir tous ces... Quand vous prenez votre voiture, vous allez au marché, vous voyez qui? Vous voyez toutes ces femmes-là. Vous voyez très peu d'hommes dans même lorsque vous croisez des véhicules sur la nationale qui viennent en provenance de la frontière avec le Cameroun, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui convoient, ce sont des femmes qui réceptionnent, ce sont des femmes qui... C'est un point incroyable. Elles représentent à peu près 80% de ce segment-là, ces femmes-là. Parce que dans le segment, vous avez celles qui plantent, vous avez celles qui transportent, et vous avez celles qui vendent, et vous avez celles qui transforment. Mais c'est une richesse infinie dans l'écosystème. Et ces femmes-là, vous avez raison, elles doivent être mises comme des exemples, elles doivent être plus visibles. Et puis vous avez aujourd'hui cette nouvelle génération de femmes qui s'inscrivent dans l'entrepreneuriat, dans les PME, qui doivent également être beaucoup plus mises en valeur. Parce qu'en fait, il faut susciter l'exemple. Il faut savoir qu'on ne doit pas avoir envie simplement de dire « Ah, je vais être ministre ». Il faut qu'elle dise « Je veux aussi être une femme d'affaires prospère et que je peux réussir mes affaires ». Donc vous avez également tous ces freins économiques qu'il faut bannir. Vous avez vu, par exemple, pour avoir accès à un prêt, parfois, la femme, elle va penser qu'il faut demander l'accord de son époux. Mais ce sont des réalités. Lorsque vous êtes marié sous la communauté des biens, que ce soit votre conjoint comme vous ne pouvez pas engager. Donc il y a des freins comme ça, des freins qui ne disent pas leur nom, mais qui sont considérés comme des usages, des coutumes. Et puis, finalement, elle ne va pas pouvoir s'exprimer économiquement parce que... moi, je vous donne un exemple. Il y a des choses, par exemple, lorsque vous avez droit à quelque chose, moi-même, personnellement, je l'ai vécu, je devais avoir une enquête de moralité pour mon inscription en qualité de conseil, mais l'agent a demandé, mais est-ce que votre mari est d'accord? À ma grande surprise, il l'a appelé. Donc, imaginez-vous si j'avais des difficultés à ce moment précis et que mon époux dise « Ah bon, tu allais te faire inscrire sur la liste des conseils juridiques ?» Vous voyez un peu ces souffrances-là, alors que quelque chose comme ça, on n'aurait jamais pensé à appeler l'épouse. Mais l'agent a appelé mon époux. Ouais. À vous entendre, on a l'impression que les hommes restent finalement un frein à l'émancipation de la femme et sa participation dans le développement de son pays. Et pourtant, ce sont les hommes qui ont aujourd'hui, pour votre cas par exemple, fait de vous un ministre membre du gouvernement, puisque le président de la République est un homme. Oui, mais c'est le président Ali parce qu'il a cette volonté-là. Voilà. S'il ne l'avait pas, on ne serait pas là. C'est parce qu'il incarne justement cette vision-là. C'est son leadership à lui. Et vous ne pouvez pas le nier, il faut le reconnaître. Si les femmes ont continué à accéder à des fonctions aussi stratégiques, c'est parce que le président Ali a dit « je continue à faire confiance aux femmes ». Sinon, on ne serait pas là. Avec un bilan dit positif, y a-t-il encore de grandes attentes à travers cette journée internationale au niveau du Gabon? Oui. On a comme l'impression que tout a été fait, plus rien reste à faire. Non, il y a beaucoup qui reste à faire. On a déjà le droit positif qui va être formalisé, donc on va confirmer les droits.
Mais il reste tout l'accompagnement. Il y a encore beaucoup de choses qui sont réelles. Les maltraitances familiales, les maltraitances économiques, les grossesses précoces qui sont un frein, qui fragilisent la percée des femmes, des jeunes filles, parce que bon, elles se retrouvent. Il y a tout ça encore qu'il faut faire. Il y a un taux de prévalence de HIV très élevé chez les filles. Donc, Et il y a des disparités constatées, par exemple? Oui, bien sûr. Donc on se rend compte que c'est un accompagnement depuis l'âge de l'adolescence jusqu'à... Il y a encore beaucoup, dans notre pays, de ce que le rapport a révélé, il y a encore beaucoup de disparités, il y a encore beaucoup de discrimination. Et il faut maintenant qu'on passe de l'étape de droit à l'étape de mise en œuvre dans les faits des actes. Comme le dit le chef de l'État, c'est bien d'avoir un dispositif en droit de jurer, mais il faut également avoir quelque chose aussi dans les faits qui puisse... En fait, il y a encore beaucoup d'efforts, et vous l'avez bien dit, à l'intérieur de notre pays. On ne voit que Libreville, mais vous le savez très bien qu'on est 9 provinces. Il faut qu'on fasse ce maillage territorial de manière un peu plus efficace pour que les femmes se sentent vraiment protégées. Parce qu'on a remarqué que ces femmes, elles sont... C'est partout dans le monde entier, hein, les maltraitances qu'elles peuvent avoir, les discriminations, même le droit à l'égalité à la rémunération. Ce sont des choses qui sont vécues aujourd'hui parfois dans certaines entreprises, même si on a une grille des salaires, mais il y a des avantages qu'on ne va pas donner à une femme parce qu'elle est mariée. Par exemple, son indemnité de logement. Vous êtes tous les deux... Ce que le gouvernement peut résoudre à travers justement de prises de décision véritables. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on va confirmer ces droits-là dans les dispositifs législatifs et réglementaires. D'accord. Pour que la femme sache que si elle est lésée, elle a un point de droit qui lui permet de traduire quelqu'un en justice et de réclamer, et voire même de le faire sanctionner, puisque c'est ce dispositif législatif et réglementaire qui fait l'objet de la stratégie sur la suppression, parce que la stratégie, elle s'appuie non seulement sur les textes qui sont adoptés, mais également sur la mise en œuvre de ces textes, afin, comme vous dites, que ça touche l'écosystème. Le plus grand nombre. Voilà. Alors, quels sont aujourd'hui les prochains grands chantiers sur lesquels la politique volontariste d'Ali Bongo Ndimba compte s'attaquer? Donc, on va d'abord faire adopter les textes législatifs et réglementaires issus de la stratégie qui supprime les inégalités, aussi bien il y aura une loi sur la lutte contre les violences pour les femmes, qui va définir les cas de violence, qui va définir tout ce... En fait, elle est bien faite, elle indique de manière précise ce que c'est qu'une violence et qu'est-ce qu'elle a droit en cas de violence, comment c'est sanctionné, etc. Et puis tout ce qui est accompagnement. Il y a le code pénal qui a été adapté, il y a le code civil qui a été aussi adapté. On a supprimé toutes ces discriminations. Je vous donnerai l'exemple, lorsque vous êtes marié, aujourd'hui, le choix de la résidence revient au chef de famille, et le chef de famille, c'est le mari. Donc tout ceci a été rééquilibré pour que la femme puisse avoir l'opportunité de partager. Le mariage, ce n'est pas un lien de subordination, hein, le mariage, c'est un partenariat, c'est une complémentarité. Et vous avez également dans le Code du travail où on a effectivement supprimé toutes ces discriminations, on a affirmé l'égalité, on a fait des choses, on a affirmé l'accès au travail, on a supprimé les contraintes qui pouvaient être liées au travail de nuit, au travail... Enfin, en mettant la femme sur un pied d'égalité. Dans l'ancien dispositif du Code du travail, par exemple, le travail des femmes était examiné sous le titre du travail des femmes, des handicapés et des enfants. Oui. C'était vous dire déjà comment c'était perçu. Oui. Donc on avait une sorte d'infantilisation de la femme, une sorte de protection extrêmement accrue qui pouvait avoir un effet et un écho au moment où on avait adopté les conventions sur l'Organisation internationale du travail, mais qui aujourd'hui n'ont plus leur place. D'accord. Voilà. Alors, que retenir pour ce 8 mars, puisque la fête, la célébration de la journée de la femme, c'est également durant tout ce mois de mars. Qu'est-ce qui va être fait dans les plus brefs délais au regard des nouvelles dispositions qui sont attendues? Bon, déjà, sur le plan des actions, les textes seront adoptés. On les adoptera, on les discutera au niveau du Parlement. Des actions seront certainement mises en place pour vulgariser. Tout ça, c'est un travail de vulgarisation énorme qu'il faut faire pour informer, sensibiliser et susciter l'adhésion.
Et puis je pense qu'aujourd'hui, le Gabon, aujourd'hui, cette journée de célébration des droits de la femme, nous sommes vraiment satisfaites de voir qu'on est en pleine réforme de ces textes-là. Donc ça prouve qu'on a fait des choses sur la reconnaissance des droits de la femme. Et on est également fiers également de voir que notre pays est cité parmi les pays où le genre est bien respecté. On a une femme qui est Premier ministre, on a une femme qui est présidente du Sénat, on a une femme qui est présidente de la Cour constitutionnelle, on a des femmes qui sont membres du gouvernement, on a des femmes qui occupent le bureau du Sénat. Donc petit à petit, on arrive vraiment à une féminisation et on affirme vraiment le leadership dans notre façon de décider et de vivre. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, nous avons la fierté de dire que notre pays a quand même l'avantage et la fierté d'avoir un écosystème en pleine mutation, en pleine reconnaissance et d'affirmation des droits de la femme. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Madeleine Baird, ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement au Gabon. Merci également à vous qui êtes restés des nôtres pour cette émission. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Bonne fête à toutes les femmes.